Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, le 1er janvier a été particulièrement sanglant. À Yirgou, dans le centre-nord du pays, plus d'une quarantaine de Peuls ont été tués. Depuis ce massacre, des voix se sont élevées pour condamner d'abord ces actes de violence entre communautés qui autrefois vivaient en bonne intelligence. Que s'est-il passé à Yirgou? Qui sont les responsables du massacre et comment faire pour que ces responsables ne restent pas impunis? Ce sont des questions que nous posons ce soir à notre invité. Bienvenue, vous êtes dans l'entretien du jour. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant, vous êtes président d'un parti politique au Burkina Faso. Le parti s'appelle l'Alternative patriotique panafricaine, un parti de gauche qui s'assume, c'est ça? Absolument, et Burkindi. Burkindi. Voilà, Comment vont vos militants? Ils sont très mobilisés sur la question nationale, notamment malheureusement ce dossier qui nous préoccupe aujourd'hui. Oui. Les militants vont bien, mais nous sommes tous très préoccupés, très peinés par ce qui se passe. Mais ils sont très actifs sur le terrain. Ils sont actifs. Voilà. J'ai vu que votre parti, d'ailleurs, parlant d'un parti actif, a publié aussitôt après les massacres un communiqué. Nous parlerons du communiqué dans un instant pour revenir sur certaines questions que vous vous posez à l'intérieur de ce communiqué. Et la question que j'aimerais vous poser d'abord, c'est que s'est-il passé à Yirgou? À Yirgou, il y a eu le 1er janvier au petit matin, autour de 7h, 7h30, des individus, 4 individus semble-t-il armés, qui sont arrivés et qui ont demandé à voir le fils du chef, qui semble-t-il serait le chef de Kolgoyogo, qui aurait dénoncé auparavant des individus soupçonnés d'être des terroristes. Donc ils étaient venus, semble-t-il, pour une expédition punitive. N'ayant pas retrouvé le fils, ils ont retrouvé le chef qui était donc occupé à quelques encablures de son domicile et qui aurait semble-t-il résisté. Bon, en tout cas, il y a eu 4 personnes abattues sur le champ. Et quelques instants après, 2 autres personnes abattues, des membres de Kolgoego, et les autres Kolgoego ayant tenté de pourchasser, de retrouver les individus qui ont commis ces assassinats, ne les ayant pas retrouvés, sont revenus. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui laissaient entendre que les terroristes qui ont battu, enfin les individus qui ont battu, les chefs et toutes ces personnes seraient des Peuls et que des Peuls auraient hébergé. Donc c'est des rumeurs, sur la base de rumeurs. Eh bien, face à la colère, à l'indignation, eh bien, certains hommes armés, cette fois-ci des Kolgoego, s'en sont pris violemment et donc, à des Peuls. Donc ça a été un véritable pogrom à Yirgou et dans les environs de Yirgou. Et ce que vous m'expliquez, c'est que tout part d'une rumeur. Un groupe de communauté apprend que quelqu'un dans la communauté voisine aurait dénoncé des membres de sa communauté comme faisant partie de terroristes. C'est ça? Disons que oui, il faut prendre tout ça parce qu'il y a une enquête en cours. Mais d'après ce qu'ont rapporté vos collègues, les journalistes qui ont été sur le terrain, et aussi d'après ce qu'ils rapportent des victimes, enfin des rescapés, il se trouve que justement il y a eu ces assassinats du chef et du chef du village et d'autres personnes. 2 fils du chef, plus le chef lui-même et une personne, et deux autres plus tard. Voilà, absolument. Donc il se trouve donc de toute façon, un mort, c'est un mort de tout. Et donc les rumeurs ayant indiqué que les individus qui ont commis ces assassinats sur les chefs et tous les autres seraient des Peuls. Et par la suite, certains soutiennent également qu'il y aurait eu des Peuls qui auraient hébergé certains individus. Voilà, tout à fait. Et donc c'est parti dans une guerre, on va dire, générale. Absolument. Il y a eu une expédition punitive, une contre-expédition punitive, et tout ça a dégénéré. Je ne sais pas s'il y a une
contre-expédition punitive, oui. Oui, expédition punitive, oui, Oui. de la part des terroristes qui sont arrivés, et contre-expédition, puisqu'ils n'ont pas rattrapé donc, ces individus. Ils sont donc, allés reporter leur violence sur les autres. Exactement, sur les autres. Et ça a donné ce drame national Absolument, que nous, une quarantaine de morts. Un basculement inacceptable. Il faut dire que le contexte sécuritaire est tel que, et c'était à craindre. Parce que à la fin de l'année, le 22 décembre, des soldats ont sauté, des militaires ont sauté sur une mine. Et donc il y a eu 3 morts. Le 27, il y a eu un guet-apens qui a concerné 10 gendarmes. Une dizaine de gendarmes qui ont été abattus. Donc nous étions dans un contexte national tendu. Très tendu. Et le 1er janvier, premier jour de la mise en place, de l'application de l'état d'urgence, ces événements se sont produits. Mais là, il s'agit cette fois-ci d'un basculement inacceptable, intolérable. Parce qu'on s'en est pris sur la base de rumeurs à une communauté nationale. Il y a plus de 60 ethnies dans notre pays. 60 communautés, mais ces communautés-là vivent en bonne intelligence depuis toujours. Elles sont imbriquées. Et nous ne connaissons pas au Burkina ce qu'on déplore par ailleurs. Sauf qu'il y a eu, par moments, et à plusieurs reprises, des individus qui s'en sont pris, des individus dans certaines communautés, pas les communautés elles-mêmes, mais des individus dans certaines communautés qui s'en sont pris au Peul. On constate d'ailleurs que cette situation ne concerne pas que le Burkina, puisqu'il y a la question du Mali, c'est à peu près la même chose, on s'en prend dans la sous-région, mais il faut dire que c'est toute la bande sahélienne, depuis le Mali jusqu'en Centrafrique, jusqu'en République centrafricaine, où nous sommes en insécurité totale, où nos pays sont dans la désolation. Ce que vous ne dites pas, et je vais essayer de le dire comme ça à nos téléspectateurs, parce que vous, du haut de votre parti politique, peut-être que vous ne pouvez pas le dire. Ce qui se passe, c'est que depuis que nos pays, surtout dans cette bande sahélienne, sont attaqués par les terroristes, les gens ont fini par, certaines personnes ou mauvaises langues, on ne sait pas comment on peut les appeler, ont fini par se dire que les terroristes venaient des Peuls. Et ils ont commencé à s'en prendre donc aux Peuls. À l'origine, dans les années 2000, on nous disait que c'était un conflit agriculteurs-éleveurs pendant très longtemps, entre les Peuls et les agriculteurs, les communautés qui étaient à côté. Et c'était des conflits déjà qui dégénéraient en des morts, mais depuis les événements terroristes en Afrique de l'Ouest, on a vu une montée en puissance contre les Peuls. Pourquoi sont-ils autant stigmatisés? Il faut dire que la situation économique dramatique de nos pays a toujours amené ceux-là qui subissent de plein fouet cette crise induite par la mauvaise gouvernance, la malgouvernance, c'est les agriculteurs et les éleveurs. Ce qui a conduit à des dérapages et même à des massacres par moment. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément concernant le terrorisme, c'est que les gens, ce qu'ils oublient souvent, c'est que lorsque les chefs Peuls, les chefs terroristes, dont certains Peuls, au Mali comme au Burkina, lorsqu'ils ont mis en place leur structure destructrice d'assassinat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les premières victimes ont été les Peuls. Soit les Peuls qui n'acceptaient pas étaient massacrés, on l'a vu dans le Sahel au Burkina, étaient massacrés, soit ils étaient par moments obligés, on leur disait, si vous parlez, on vous assassine, on a vu ça. Donc ils sont pris en étau. Et il se trouve aussi que il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au Mali. Quand il y a eu les MNLA avec les Touaregs, qui ont aussi la peau beaucoup plus claire que le reste des Maliens, eh bien, on a assimilé les terroristes ou les rebelles d'abord à ceux qui ont la peau claire. Ensuite, la plupart des peuples ayant la peau claire, tous les peuples n'ont pas la peau claire, faut le dire, mais les peuples vivent en communauté. Eh bien, c'est des victimes faciles pour des gens qui n'ont pas suffisamment de hauteur d'esprit, qui ne comprennent pas que ce qui est important, c'est notre unité. L'unité seulement à l'intérieur de chacun de nos pays, mais l'unité également sous-régionale pour pouvoir combattre ce mal. On va revenir à ce qui s'est passé à Yergou. Les témoins disent que les appels à l'aide, quand les événements ont commencé à dégénérer, l'aide est arrivée vraiment tard. Comment expliquez-vous cela? Ça, c'est aux autorités de l'expliquer. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Parce que peut-être que si, je reste persuadé, et c'est le sentiment d'une majorité des Burkinabés, si les secours
s'était mis en branle beaucoup plus tôt, il y aurait beaucoup moins de victimes. Il y aurait beaucoup moins de victimes. On n'en aurait peut-être pas été à ces chiffres effroyables qui sont avancés par certains rescapés et par des enquêtes journalistiques. Mais on entend les résultats des enquêtes. Les pouvoirs publics parlent de 46 victimes, mais les rescapés et certains témoignages parlent de chiffres beaucoup plus effroyables que cela. C'est incroyable, ça. Oui, et évidemment, c'est intolérable. Il aurait fallu que les pouvoirs publics réagissent plus vite. Autre chose, c'est que le chef de l'État, pour une fois, il faut reconnaître qu'il s'est déplacé, il a été sur... Mais combien de temps après Combien de temps après? Il faut saluer le fait qu'il soit parti et qu'il ait prononcé un discours. Mais combien de jours après? Aujourd'hui encore, il n'y a pas encore, à ma connaissance, d'arrestation. Oui, justement, certains disent, et ils craignent d'ailleurs, que sous le couvert de la paix entre les communautés, l'on ne puisse pas mettre la main sur les auteurs présumés de ces actes, par exemple, pour préserver la paix de la région. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a d'abord un vrai dérapage, d'abord moral, politique, éthique, à la tête de l'État, de nos États. Parce que comment peut-on, au nom de la paix sociale, prôner l'impunité lorsqu'il y a des massacres qui concernent une communauté, donc qui peuvent entraîner un basculement vers un conflit civil, une guerre civile? S'il n'y a pas de justice, comment voulez-vous que les peuples puissent se dire, eh bien, au nom de la paix sociale, on ne fait rien pour nos victimes. Où est la République? Le président, dans son discours le 5 janvier, a quand même dit que ces actes ne resteraient pas impunis. Et justement, il faut pas seulement que ce soit des paroles, il faut des actes. Dans ce genre de circonstances, il faut d'abord mettre aux arrêts les principaux responsables, mener les enquêtes, pousser les enquêtes jusqu'au bout, définir, situer toutes les responsabilités à tous les niveaux de la chaîne et ensuite sévir en passant par la justice. Vous dites non à l'impunité dans ce cas-là, véritablement. Est-ce que c'est l'une des solutions pour que ces guerres récurrentes, pardonnez-moi l'expression, mais ces violences récurrentes entre les communautés disparaissent de nos sociétés? Bien entendu. Et l'impunité, la lutte contre l'impunité fait partie de la lutte pour la bonne gouvernance, contre la malgouvernance. Il faut que dans nos pays, il y ait une vraie justice, une justice forte. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des patriotes qui soient au pouvoir, qui aient les reines de nos armées, qui aient les reines de nos États, et qui organisent la vie sociale avec la participation de l'ensemble des forces vives de nos nations. Ce n'est pas le cas en ce moment? Je ne crois pas. Si c'était le cas, nous n'aurions pas été dans des situations aussi dramatiques. Ça, j'en suis convaincu. Vous pensez que l'État dans votre pays est défaillant? Absolument. Je le pense. À ces crises permanentes? Je le pense. Voilà 3 ans. Lorsque, depuis le 16 janvier 2016, quelques deux semaines ou 3 semaines après l'investiture du président Kaboré, nous avons eu le premier attentat meurtrier terroriste dans notre pays. Voilà 3 ans donc que certains dirigeants du pays, et pas des moindres, disent très publiquement qu'ils connaissent, ils savent qui sont les commanditaires de ces actes terroristes. Mais voilà 3 ans que la situation empire. 2018 a été une année, la pire des années, la plus sanglante. Nous avons plus de 300 victimes depuis le début de ces attentats. Plus de 800 écoles sont fermées au Burkina Faso. Et ça continue. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un risque de déflagration, où on s'en prend à une communauté, ce qui est totalement intolérable, j'insiste là-dessus. Face à une telle situation, où on a un pouvoir qui dit « nous connaissons les auteurs », mais il faut les attraper, il faut mettre fin à ça. Et voilà, nous avons vu. Parti. Bien entendu. Nous interrogeons là-dessus, c'est la position de notre parti. Nous considérons qu'il y a une défaillance au niveau du pouvoir central. Et nous considérons qu'il faut que ce pouvoir se ressaisisse et que les forces vives de la nation se mettent ensemble, qu'il y ait une unité nationale, non pas factice, mais réelle, sur la base du patriotisme, que nous puissions ensemble voir dans quelle mesure nous pourrons faire revenir l'idée de tolérance, qui a toujours été ce qui nous a guidés, qui a guidé nos pères et les pères de nos pères. L'idée de solidarité,
pour que le vivre ensemble puisse continuer dans la paix dans notre pays. Mais pour que cela puisse se faire, il faut déjà qu'il y ait la paix sociale. Pour qu'il y ait la paix sociale, il faut également qu'on prenne en compte les vrais besoins des populations. C'est quoi Nous avons les vrais besoins des populations, c'est permettre que les jeunes qui ont été à l'école puissent avoir du travail. Les paysans, et tous ceux qui travaillent dans le secteur informel, qui ne soient pas empêchés de travailler parce qu'on augmente le prix de l'essence sans consulter sur les premiers qui sont concernés, et pendant que le gouvernement, à un moment donné, a décidé d'acheter des voitures neuves. Et ça, c'est totalement intolérable. En fait, vous dites que ces crises à répétition dans nos communautés, ce qui s'est passé à Yergou, évidemment, il y a ces faits, il y a le factuel, mais il y a des causes plus profondes qui viennent d'une gouvernance générale du pays. Et qu'il faudra d'abord écouter les souffrances du peuple pour pouvoir pallier ces genres de violences. Parce que pourquoi certains, les terroristes arrivent-ils à recruter au sein de nos communautés? Il y a des Burkinabés qui tuent des Burkinabés aujourd'hui au nom de causes obscures. Oui. Si ces Burkinabés avaient eu la chance d'être éduqués correctement, d'après nos traditions, s'ils avaient eu la possibilité, parce que nous avons un gouvernement, un État, une nation qui s'occupe d'eux, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent être encadrés, eh bien, ces gens n'auraient pas été aussi facilement dans les griffes de ces forces obscures qui assassinent nos populations. Et ça, c'est très important. Il y a aussi que, voilà, un régime, ça j'insiste là-dessus, qui achète des voitures neuves, qui augmente le prix de l'essence, qui demande aux populations la trêve sociale aux syndicalistes, mais qui également... comment dirais-je En fait, le régime demande aux autres de se serrer la ceinture pendant que lui, il s'achète de nouvelles voitures, il s'octroie de nouveaux privilèges. Mais bien sûr, on voit avec le président de l'Assemblée nationale qui très souvent, à l'occasion de plusieurs cérémonies, distribue des cadeaux quand il y a, qui sont mérités parfois par des artisans et qui ont des prix. Quel mal y a-t-il à récompenser des concitoyens? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque, par exemple, les organisateurs ont décidé de récompenser un enseignant méritant de par 1 million de francs CFA, on va voir le président de l'Assemblée nationale qui va dire non, moi je double la mise. Et il met 1 million supplémentaire. Ce qu'il a fait également avec des artisans, ce qui est très bien. Mais s'il y a autant d'argent pour le pays, pourquoi ne pas équiper nos forces de défense et de sécurité? Nos pauvres soldats qui sautent sur des voitures, sur des mines, ils n'ont pas de voitures blindées. Ils n'ont pas les moyens? Que l'État n'a pas les moyens? Non, que vos forces armées n'ont pas suffisamment de moyens matériels? Il y a une défaillance matérielle évidente. Sinon, nous aurions pu conserver beaucoup de vies humaines. Parce que nous avons nos soldats qui sautent sur des mines artisanales, dans des véhicules qui ne sont pas blindés. Nous avons même un courrier d'un responsable administratif d'une région qui mettait le doigt sur le dénuement de nos forces de défense et de sécurité dans sa localité. Ça, c'est une réalité. Sinon, je pense que les hommes et les femmes qui composent nos forces de défense et de sécurité sont des gens bien formés en général, sont des gens très courageux, qui vont sur le terrain, qui meurent pour nous, alors qu'ils devraient être présents pour nous défendre. C'est une politique qu'il faut repenser globalement. Absolument, globalement. D'ailleurs, je vais vous dire, on va conclure. En 2011, il y a eu des mutineries dans toutes les casernes. Et cela posait la nécessité de réformer notre armée. Ensuite, en 2014, suite à l'insurrection populaire, et en 2015, la résistance au coup d'État, on a bien vu qu'il était important de réformer en profondeur nos forces de défense et de sécurité. Il y a eu des assises sur la sécurité nationale. Qu'en a-t-on fait? Nous avons devenues les conclusions des assises? Nous avons des puissances occidentales qui ont leurs forces militaires présentes dans notre pays, mais nous n'avons jamais été autant en insécurité. Il y a un problème quelque part. Et les Burkinabés ne devraient-ils pas d'abord assurer eux-mêmes leur propre sécurité? Absolument, c'est ce que les Burkinabés demandent. Le peuple burkinabé, c'est ce qu'il souhaite. Le peuple burkinabé, comme la plupart des peuples africains, ont toujours su se défendre contre l'adversité. Ils ont toujours su s'organiser pour relever les défis. Mais il y a des forces du mal qui sont à l'œuvre et qui parfois utilisent des moyens colossaux, beaucoup d'argent. Qui finance ces terroristes? Qui les arme? La question qui leur vend les armes? posée.
Absolument. Adama Coulibaly, on va conclure sur cette question. Est-ce que les initiatives que nous avons vues ci et là, les pétitions qui sont en ligne, par exemple la marche qui sera organisée le 12 janvier prochain, est-ce que toutes ces initiatives peuvent contribuer à apaiser la situation et à ramener le calme définitivement dans votre pays? Ce sera ma dernière question. Oui, je pense. Et je pense d'ailleurs que ces initiatives, dans leur multiplicité, prouve que le peuple burkinabé est profondément indigné et qu'il veut son unité, qu'il veut conserver cette unité sacrée qui nous a été enseignée par nos ancêtres, par nos pères, les pères de nos pères. Ça, c'est très important. Et je reste persuadé que lorsque ces initiatives seront consolidées et qu'il y aura un vrai front patriotique qui sera mis en place, peu importe la forme, le fond est le plus important. Je pense que nous n'allons pas céder au démon, au cancer de la division. Nous allons l'éviter, nous allons l'extirper avant qu'il s'installe. Et ensuite, ensemble, nous allons contribuer à combattre les terroristes. Ce n'est pas une mince affaire, c'est une guerre asymétrique qui nous est imposée. Ce n'est pas facile. Il faut que, dans cela, nous puissions inciter ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à reprendre assez rapidement leurs esprits dans le sens de nous indiquer, puisque c'est eux qui sont au pouvoir, les voies et moyens que nous allons aussi, nous concerter et proposer aussi d'autres solutions complémentaires pour qu'ensemble, nous puissions être suffisamment mobilisés, que ce soit véritablement une résistance populaire face à une cause nationale. Et une cause, d'ailleurs, de l'ensemble des pays africains qui sont concernés. Et même les pays qui ne sont pas concernés doivent être impliqués dans cela. Et c'est nous-mêmes, les Africains, nous ne sommes pas panafricanistes, nous. C'est nous-mêmes qui devons prendre en charge toutes les questions qui intéressent nos pays, nos patries. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons demander l'aide des autres, éventuellement en termes de coopération, mais une coopération qui sera équitable. Gagnant-gagnant. Adama Coulibaly, merci. Merci. Président du parti L'Alternative Patriotique Panafricaine, Burkindi, parti de gauche, j'ai dit, qui s'assume, vous le dites toujours, ni de la mouvance, ni de l'opposition. On est bien d'accord? Ah oui, nous sommes de l'opposition, mais nous ne sommes pas de l'opposition telle qu'elle a été imposée tantôt par le président Compaoré. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.